Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, l'émission qui vous guide dans la jungle des plateformes de streaming et des séries sur Tech & Co. Et aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisqu'on va faire un retour dans le temps pour analyser une série absolument culte. Et normalement, si vous êtes né dans les années 90-2000, cette petite musique devrait vous parler. Voilà, alors pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas bien suivi, c'est évidemment les premières notes du générique de Buffy contre les vampires. Les aventures de la célèbre tueuse de Sunnydale se sont terminées il y a tout juste 20 ans, c'était en 2003 déjà. 2 livres viennent justement de sortir sur le sujet et j'ai de la chance puisque leurs auteurs sont avec moi en plateau. Et tout d'abord, il y a Marion Olité. Bonjour Marion. Bonjour Clément. Alors Marion, toi tu es journaliste indépendante, spécialiste des séries et tu viens donc de publier Buffy ou la révolte à coups de pieux. C'est une analyse assez passionnante de cette œuvre, je dois le dire, indispensable pour tous les fans. Merci. Merci Marion d'être là. Et en face de toi, il y a Fabien Clavel. Bonjour Fabien. Bonjour Clément. Alors toi Fabien, tu es écrivain, normalement tu écris de la fiction beaucoup, Mhm. mais tu es aussi fan de Buffy et tu as écrit Buffy Baroque Épopée, c'est ça ? C'est ça. Et c'est aussi, je dois le dire, je l'ai parcouru, un ouvrage indispensable pour tout savoir sur cette série. Merci à tous les deux d'être là et je vous propose qu'on attaque directement avec notre débat de la semaine sur Buffy. Alors on va quand même peut-être rappeler, Buffy c'est pas tout jeune, donc on va rappeler de quoi ça parle. C'est sur 7 saisons, Buffy contre les vampires, ça a été diffusé de 1997 à 2003, et ça raconte les aventures de Buffy, une jeune femme qui grandit entre sa vie au lycée normale, on va dire, le jour, et une vie un petit peu moins normale la nuit, puisqu'elle est chasseuse de vampires, donc elle patrouille dans les rues de Sunnydale en quête de démons, de vampires, de loups-garous à vaincre pour protéger sa ville et ses amis. Évidemment, elle a un groupe d'amis, alors on les appelle le Scooby Gang, qui vont l'aider. Il y a son mentor aussi, etc. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, il y a du drame, il y a des combats, bref, il y a absolument tout dans Buffy. C'est absolument culte. J'ai envie de commencer par cette question. Est-ce que vous vous souvenez tous les deux, votre premier contact avec Buffy ? Quand est-ce que vous avez vu Buffy pour la première fois ? Moi, je m'en souviens pas hyper bien. Peut-être que tu auras une meilleure histoire à raconter. Mais en tout cas, moi, j'avais 14 ans, donc j'étais très jeune. Et je me souviens vaguement des émotions que j'ai ressenties quand je suis tombée sur la première saison qui était diffusée à l'époque dans la fameuse trilogie du samedi soir de M6. Et j'ai vu une héroïne super forte, rigolote, qui avait la super répartie, qui se laissait pas faire, que ce soit au lycée ou après dans les rues de Sunnydale, qui castagnait du démon. Et vraiment, c'est une héroïne qui m'a donné de la force. Et j'étais happée aussi par cet univers, en fait, dès le début, cette ambiance à la fois gothique, un peu sombre, qui retransmet aussi ce qu'on vit quand on est ado. Et d'un autre côté, cette héroïne super lumineuse qui est là pour nous protéger un petit peu, quoi. Donc, Oui, il y avait vraiment un aspect, peut-être on rentrait pour les personnages dans Buffy, finalement, ce qui nous paraissait tous très familier, puis on restait pour l'ambiance très particulière qu'on n'avait pas dans d'autres séries pour ados ou pour adolescents, comme on dit aujourd'hui à l'époque. Et toi, Fabien, tu te souviens quand tu as vu Buffy pour la première fois ? Oui, alors c'est un peu honteux parce que moi j'avais 18 ans ou 20 ans à l'époque, donc je m'en souviens assez bien. Et le premier épisode que j'ai vu, c'était Un charme déroutant. Ça doit être le 16e de la saison 2. Et en fait, c'est un épisode de Saint-Valentin où Alex et Cordelia rompent. Et je me souviens surtout, ma première impression, c'était la robe de Cordelia, j'avoue. Et donc j'ai commencé à regarder comme ça, un peu comme un teen drama normal, où il y a des jeunes gens beaux qui sont ensemble et tout ça. Et en fait, arrivé à la fin, ça part complètement en vrille parce que Alex décide d'utiliser la magie pour essayer de récupérer Cordelia. En fait, qu'elle tombe amoureuse de lui pour la larguer à son tour. Et c'est évidemment, le sort ne marche pas parce que le sort, tout ce qui est magie, c'est plutôt féminin dans Buffy. Et donc, lui, ça peut pas marcher. Et donc, ça se termine dans un truc complètement apocalyptique. Et arrivé à la fin de cet épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu ? Et j'ai eu envie de tous les voir derrière. Et c'est effectivement assez accrocheur. J'ai revu moi quelques épisodes pour préparer l'émission. Je dois dire que j'étais à 2 doigts de me refaire les 7 saisons. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais ça m'a donné très envie. Et vous l'avez fait, puisque vous avez donc écrit chacun un livre sur le sujet. Il faut quand même avoir revu beaucoup de choses pour écrire des livres. Pourquoi cette envie, Marion, d'écrire sur Buffy, d'analyser cette série peut-être plus qu'une autre, ou en tout cas de lui dédier un livre entier ?
D'un côté, j'avais envie, je pense, de me réconcilier avec l'adolescente que j'ai été, et c'est aussi une série qui m'a accompagnée un peu tout au long de ma vie, parce que ça parle du passage à l'âge adulte. On se souvient surtout des 3 premières saisons, mais en fait, Buffy, il y a 7 saisons et ça parle aussi de qu'est-ce que c'est que d'être, une jeune adulte. Il y a des thèmes, voilà, qui sont très, sombres, qui sont abordés, et en fait, je me suis rendu compte aussi que Buffy est une des rares séries de mon adolescence qui possède un sous-texte, assez riche pour pouvoir être étudiée, et de l'autre côté, que c'est une figure qui a vraiment marqué toute ma génération, et plusieurs générations d'ailleurs, les trentenaires, les quarantenaires aujourd'hui. Buffy, ça leur parle en fait. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de fort à analyser, ouais, le sous-texte aussi, et le fait que les fans encore aujourd'hui toujours accompagnent toujours Buffy dans ces univers après parallèles à la série, les comics, les jeux vidéo, les romans. Il y a vraiment un truc fort qui s'est passé avec Buffy et quelque chose voilà, à analyser. Et alors, il y a un point qui m'a vachement intéressé en préparant cette émission, c'est le fait qu'en France, Buffy, on a peut-être tous cette image encore un peu kitsch de série pour ados, qui était diffusée plus ou moins facilement à la télé, les effets spéciaux, hein, parfois un peu vieillis dans la tête des gens. Et on se rend compte que, dans ton livre, tu le dis notamment, il y a tout un champ d'études aux États-Unis par contre. C'est que Buffy est prise beaucoup plus au sérieux là-bas, finalement, que chez nous. Et il y a ce qu'on appelle les Buffy Studies. Donc c'est un champ des cultural studies, les études culturelles américaines, qui est complètement dédié à Buffy. Je crois que tu le dis que Buffy, où j'ai lu dans un papier, est la série, l'objet culturel le plus analysé, Mmh. alors qu'il y a Star Wars, il y a les Ouais. Simpsons qui sont là depuis 40 ans, qui sont des enjeux sociétaux fous. Comment tu expliques qu'en France, peut-être, il n'y ait pas encore cette reconnaissance, on va dire, littéraire ou critique à propos de Buffy? Ouais, c'est vrai que c'est bien que tu en parles aussi parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire sur Buffy en France». On n'en a vraiment pas assez parlé, alors qu'aux États-Unis, il y a à peu près, une dizaine, une vingtaine, voilà, de livres sur le sujet, et au total 200 textes, sont sortis et analysent Buffy avec, différents prismes: sociologie, philosophie, féminisme, théologie, enfin vraiment, le prisme est très large, et je pense qu'en France, il y a une sorte de mépris, de double, de triple mépris vis-à-vis d'une série qui est quand même un médium qui vient des États-Unis, de la culture de masse. Et en France, on aime quand même, on a déjà un problème un peu avec les histoires de genre, qu'on reconnaît pas, enfin que la critique a un peu plus de mal à reconnaître. Mmh. Ça a quand même évolué en 20-30 ans, hein, Les mais États-Unis je sont pense assez en que avance là-dessus. oui, voilà. Donc c'est un médium qui vient des États-Unis. Alors, et en plus, c'est une série pour adolescents. Donc en France aussi, on a voilà, le passage à l'âge adulte, l'adolescence. C'est pas franchement la préoccupation principale. Les grandes œuvres françaises, voilà, c'est plutôt le cinéma d'auteur. Oui, nous, Et la voilà. période du lycée, collège, c'est très cinéma américain, très série américaine. Nous, Ouais. on a beaucoup moins d'intérêt pour ça. C'est peut-être Mm. un lieu qui est aussi moins culte, entre guillemets. Il y a moins ce côté, on sort de notre ville, on va ailleurs, on crée une communauté peut-être ailleurs. Nous, on reste dans nos villes, ou en tout cas, on bouge beaucoup moins. Peut-être Mm. que eux le font. Il y a peut-être moins d'enjeux autour du lycée, qui finalement est un lieu central, hein, dans Buffy. Ouais. C'est là que tout commence, quelque part. Ouais, et pourtant, en fait, quand on discute avec, nos proches, enfin l'adolescence souvent c'est quand même quelque chose qui nous a marqué, même si effectivement on n'a pas forcément des choses comme le bal de promo ou, voilà, qui sont très identifiés, des rituels très identifiés aux États-Unis. Mine de rien, c'est un moment clé de nos vies, qui nous accompagne ensuite, sur toute notre vie, les bons moments comme les mauvais. Donc c'est quand même passionnant, d'analyser ça. C'est aussi la manière dont on se construit, ça vient souvent de là, quoi, l'enfance, l'adolescence, Tout à fait. Et toi, Fabien, ce qui m'a plu dans ton livre, il y a une approche un peu différente. C'est que déjà, tu nous tutoies directement dans ton livre. Tu nous parles à nous, Oui. fans ou lecteurs de Buffy, et tu nous prends un peu par la main et tu nous dis, on va se parler un peu entre fans, Mmh. entre gens qui ne sont pas forcément des grands littéraires ou autres, et tu nous guides comme ça à travers l'idée de dire que parlons simplement de Buffy Mmh. pour en révéler peut-être des choses plus complexes. Oui, c'était un peu l'idée. Moi, j'ai 15 ans d'éducation nationale en tant que prof de lettres classiques, donc ça donne une formation. Et puis il y avait cette idée effectivement de transmettre. Comme le disait Marion, il y a pas grand-chose en français. Il y avait des petites choses, hein, quand même, mais c'est loin d'être ce qu'il y a aux États-Unis. Et il y avait l'idée aussi donc de légitimer cet objet et en fait, de l'étudier en fait, en utilisant les outils de la critique littéraire en fait, que moi j'étudiais pile au moment où je voyais Buffy pour la première fois puisque j'étais en prépa à cette époque-là. Et l'idée c'était de montrer que c'est une série qui résiste à l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a des séries, bon, on les analyse, on fait très vite le tour et elles s'épuisent. Mm. Buffy, ça se renouvelle constamment. C'est-à-dire, moi, j'ai vu peut-être 10 fois l'intégrale. À chaque fois, j'ai trouvé des nouvelles choses. À chaque fois que je lis un nouveau livre sur Buffy, je me dis, ah, mais oui, il y avait ça que j'avais pas vu. C'est d'une richesse folle. Et ça a été créé comme ça.
C'est-à-dire, c'est vraiment un fait exprès. C'est-à-dire que Whedon, le créateur, et ses scénaristes, a dit dès le début, je veux qu'il y ait du sous-texte. Et d'ailleurs, vous pouvez même projeter celui que vous voulez. Joss Whedon, donc on va rappeler, qui est donc le créateur de Mm. Buffy, qui est devenu aujourd'hui plus connu pour d'autres choses, notamment son travail sur les films Marvel, et notamment Mhm. c'est le réalisateur d'Avengers, qui est un des plus grands cartons de l'histoire du cinéma. Avant ça, effectivement, il a fait beaucoup de choses un peu moins connues, et notamment Buffy, d'autres séries aussi. On ne sait pas forcément que c'est lui qui a créé Buffy. Je pense que si on le dit aux gens aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas. C'est quelqu'un qui est devenu assez adulé, qui a aussi beaucoup été décrié pour ses méthodes de travail, etc., de harcèlement sur les plateaux. Enfin voilà, pas échappé à une certaine vague de remise en cause du pouvoir des réalisateurs. Quelle marque il a laissé vraiment sur Buffy? Est-ce qu'on peut dire que c'est le cerveau de Buffy? Est-ce que c'est quelqu'un à qui il faut donner du crédit, en tout cas pour la profondeur de la série? Alors oui, je pense qu'il faut, hein, même quel que soit ce qu'il ait fait, on ne peut pas nier que son travail, c'est un travail qui est pionnier. C'est-à-dire qu'il y a un renversement très très fort, déjà du point de vue du féminisme, Mhm. mais ça je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, mais c'est aussi au niveau de la narration sérielle. C'est-à-dire que souvent, les séries étaient plutôt sérielles dans le sens où c'est un épisode, une histoire. Mhm. Et on repart à zéro. L'exemple, c'est les Simpsons. Les Simpsons, c'est un monde qui évolue jamais. C'est-à-dire à la fin de l'épisode, même si Homer a fait sauter la centrale, le suivant, on peut recommencer à zéro. Lisa reste une enfant toute sa vie. Voilà, c'est ça. Et ils grandiront jamais. Alors que dans Buffy, justement, comme c'est le passage à l'âge adulte, les personnages grandissent. Les personnages ont de la mémoire. C'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'ils se souviennent, par exemple, dans un des tout derniers épisodes de la 7e saison, il y a des allusions à quelque chose qui s'est passé à la fin de la 2e. Mhm. Et donc, il y a des renvois comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont vu Buffy par petits bouts ne peuvent pas saisir ce qui fait l'essence de la série, parce que c'est justement ces rappels continuels. C'est une série qu'on ne peut pas regarder dans le désordre, on passe à côté. Donc déjà, ils ont de la mémoire, et en plus, il y a des conséquences. C'est-à-dire que quand un personnage fait quelque chose, va y avoir des conséquences qui vont durer pendant plusieurs épisodes. Par exemple, à un moment, Buffy va mourir. C'est un truc classique du héros. Mais quand elle ressuscite, c'est pas 2 épisodes après, c'est fini, tout va bien. Non. Elle va traîner ça pendant très longtemps. Et elle va... En fait, il faut toute une saison pour qu'elle s'en remette. Et donc tout ce qui se passe, quasiment tout, parce qu'il y a toujours des petits défauts qu'on peut prendre, mais pour un épisode de télé à l'époque, c'est extraordinaire de faire ça. Faut savoir qu'à l'époque, par exemple, même des séries où il y a un tout petit peu de feuilletonnant, je pense à MacGyver, que je regardais aussi un peu avant. MacGyver, il faut savoir qu'il y a un personnage, un acteur qui joue un personnage secondaire dans un des tout premiers épisodes, et la moitié de la saison, il revient comme personnage principal. C'est Pete, pour ceux qui s'en souviennent. Mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui. C'est fait à l'époque pour des spectateurs qui n'ont pas de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas voir les films à la suite, enfin les épisodes à la suite. Alors que Buffy, c'est une période intermédiaire où on commence à avoir des cassettes vidéo, on commence à... après, il y aura les DVD, il commence à y avoir Internet aussi. Donc c'est vraiment une époque charnière, et ils ont vraiment aspiré tout ça pour s'en servir. Ils étaient en contact avec les fans sur des forums. Il y a plein d'épisodes qui sont aussi des réponses à des envies de fans ou des questions ou des propositions même. Et donc tout est très très riche. Et c'est vrai que c'est important ce que tu disais, le fait que c'est une série de l'époque avant les plateformes, avant Netflix, etc., qui produisent aujourd'hui des séries faites pour être regardées dans l'ordre de l'épisode 1, l'épisode 8, 10, 12. À l'époque, il y avait ce côté network de réseau de télé où c'était aussi pour créer du flux, et on se disait, tiens, il faut que chaque épisode puisse tenir aussi tout seul, qu'il y ait un méchant qu'on vainque à la fin. Enfin voilà, c'est ce qui se passe dans Buffy. Mais aussi de récompenser déjà à l'époque, de se dire, pensez aux gens qui sont déjà là depuis la saison 1, etc. Et je pense qu'on est beaucoup en France à avoir vu Buffy à une époque où c'était diffusé un peu n'importe comment, sur des chaînes un peu obscures. Et on regardait un coup les saisons 4, épisode 3, puis les saisons 5, épisode 2, puis les saisons 2, épisode 12. Et donc là, c'est important peut-être de remettre ça en contexte et d'analyser. Et là, on va en venir vraiment au cœur de vos livres. Marion, toi, tu développes notamment dans ton livre l'idée que Buffy est une série très avant-gardiste dans ses thématiques finalement, et tu parles notamment d'empowerment féminin, d'empouvoirment même, si on est fidèle et qu'on veut faire plaisir aux Larousse. En quoi, selon toi, qu'est-ce qui fait que la série était si visionnaire quand elle est sortie ? C'est paradoxal, parce que pour moi Buffy est quand même une série paradoxale, et on parlait de Joss Whedon, mais alors Joss Whedon, sa maman était féministe, elle a participé à la seconde vague aux États-Unis dans les années 70, donc en fait Joss Whedon il a grandi avec beaucoup d'influences féministes et avec des influences féminines également. Il y a eu sa maman, mais il a eu une professeure qui était aussi sa mentor, qui était une femme, qui lui a un peu appris ce que c'était le male gaze hitchcockien par exemple, ce regard masculin, et lui il a essayé de ne pas faire ça quand il a créé Buffy.
Buffy, il avait en tête un peu un agenda féministe. L'idée, c'était quand même de renverser les stéréotypes de genre et la blonde dans les films d'horreur qui se fait systématiquement trucider. Il avait un peu de peine pour elle et il avait envie de lui donner du pouvoir, justement. Donc, il a imaginé cette histoire où la petite blonde frêle, en fait, elle a la force physique. Elle est dotée aussi des attributs qu'on donne d'habitude aux hommes, quoi. Cette force, elle a une intelligence stratégique également. Souvent, c'est elle qui comprend, qui découvre, qui sait où va aller l'enquête, même des fois avant Giles ou Willow, qui sont aussi censés être les cerveaux de la bande. Donc, elle a vraiment, c'est vraiment un personnage un peu unique en son genre, surtout à l'époque de sa création. Ensuite, la série en elle-même, c'est un peu un espèce de Super Mario féministe, ce que je dis dans mon livre, parce que en fait, Buffy, elle s'attaque mine de rien, sous couvert de métaphores démoniaques, à beaucoup d'institutions patriarcales, pour arriver à la fin de son épopée en étant finalement libre. C'est-à-dire qu'elle s'attaque donc à la figure du vampire, qui est une figure patriarcale. Le vampire, il hypnotise, en particulier les jeunes femmes. Il se passe de leur consentement, évidemment. Ensuite, dans la saison 3, elle s'attaque à l'autorité politique avec le maire. L'autorité policière est aussi mise à mal. Souvent, les policiers, ils ne servent pas à grand-chose dans Buffy, où ils sont corrompus, où ils sont à la solde des autorités en place. Donc, il y a cette idée comme ça de détruire tous ces pouvoirs un peu démoniaques pour instaurer un nouveau pouvoir plus égalitaire qui est elle et le Scooby Gang, un collectif qui s'écoute, où finalement, au début, elle est un peu leaduse, mais petit à petit, ce rapport, cette dynamique de pouvoir avec les autres, avec ses amis, notamment avec Willow, finit par se contrebalancer. Et à la fin, c'est l'alliance de Willow et Buffy qui crée une mythologie de base qui, en fait, on part d'une femme exceptionnelle et on arrive à la fin de la série. Et en fait, on peut toutes être des tueuses, en fait, à la fin de la série, qui est très belle, où en fait, il y a un sort qui est fait. Et en fait, toutes les tueuses potentielles deviennent des tueuses. Et c'est super beau. Et là, ça parle de sororité. Et la sororité, c'est un concept de la 4e vague. Enfin, non, c'est pas nouveau, mais on va dire c'est un concept qui a été mis très en avant après MeToo. Donc c'est en ça, en fait, que Buffy est une série qui résume un petit peu, finalement, les 3 dernières vagues féministes qui ont eu lieu. Voilà. Et tu parles notamment d'un grand récit mythologique féminin, avec donc ce que ça implique. Mythologie, c'est quand même un mot qui est très fort, qui implique d'avoir des codes, une cohérence, des personnages qui atteignent des niveaux, on va dire, de caractérisation très élevés. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare, et d'autant plus dans des séries à l'époque qui étaient conçues pas forcément comme elles le sont aujourd'hui, avec des trames narratives qui étaient surpuissantes. On était aujourd'hui plus à l'époque, on l'a vu tout à l'heure, dans des choses de teen drama, qui n'étaient pas forcément les formats, on va dire, les plus appropriés pour parler de grands thèmes comme ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que toi, tu retrouves encore quand tu revois Buffy. Tu trouves ça toujours aussi pertinent? Oui, complètement, parce que les mythologies, les grandes mythologies, en fait, souvent, c'est ce que je raconte un peu vers la fin de mon livre, c'est que c'est souvent les héros sont masculins. Et d'ailleurs, dans ces grandes mythologies, si on parle de l'Odyssée, l'Iliade, etc., les personnages féminins, ce sont des femmes, des époux, ce sont des récompenses, ce sont des tribus, elles représentent une forme d'honneur, alors que là, Buffy, c'est l'héroïne. Et du coup, ça change la donne, en fait. Et c'est tellement rare et précieux que quand je réfléchis, il y en existe sûrement d'autres, je ne connais pas toute la mythologie, mais en tout cas, je me dis qu'un personnage comme elle, qui a touché comme ça des millions de personnes et qui a été un rôle modèle aussi pour des milliers de jeunes filles, non, il y en a, ça court pas les rues encore aujourd'hui, même 30 ans après. Donc c'est pour ça que je pense que Buffy est restée vraiment dans le cœur des gens. Alors toi, Fabien, tu as adopté une approche un peu différente, puisque ton approche, elle est autour du baroque, c'est le titre du bouquin, Oui. une baroque épopée. C'est pas forcément le premier mot qu'on utilise pour décrire une série ou même une œuvre en général aujourd'hui, c'est plutôt un mot qu'on associe à des périodes historiques un peu plus anciennes. Pourquoi le baroque? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En quoi Buffy serait une série baroque? En fait, moi, je suis parti d'une interrogation, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il y a à la fois des gens qui sont hyper fans de Buffy, pour qui c'est la meilleure série du monde, et je pense que moi j'en fais partie, je pense que toi aussi, et d'autres gens qui ont vu quelques épisodes qui disent mais qu'est-ce que c'est kitsch, enfin comment vous pouvez regarder un truc pareil? Et je me suis dit mais en fait ça c'est à cause du baroque de la série. Et c'est une notion littéraire en fait. En fait, Buffy, elle est partagée entre d'un côté une inspiration très classique, comme tu disais, sur l'héroïne, enfin sur le héros, mais qui est devenu l'héroïne. C'est-à-dire que Buffy, elle a toutes les caractéristiques du héros. Par exemple, les héros grecs des épopées, Achille par exemple, et ils sont tous blonds. Alors que les Grecs, c'est pas la couleur de cheveux la plus répandue, mais c'est symbolique parce que c'est un rapport solaire en fait. Le héros, il est solaire.
Et Buffy, elle s'appelle Summers, c'est l'été, elle est à Sunnydale, donc il y a tout un tas d'éléments solaires qui montrent bien que c'est l'héroïne. D'ailleurs, Buffy, l'actrice qui joue Buffy, Sarah Michelle Gellar, elle n'est pas blonde, elle s'est teint les cheveux pour le rôle. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est concerté. Donc il y a ce côté très classique où elle va vivre effectivement une épopée, mais en même temps, tout ça est cassé en permanence par le baroque. Alors le baroque, qu'est-ce que c'est? C'est le masque, c'est l'illusion. Buffy, par exemple. Alors le masque, on retrouve avec les vampires, hein. Une des caractéristiques des vampires de la série, c'est que ils ont l'air complètement humains et à certains moments, ils se transforment seulement du visage pour pouvoir mordre notamment. Et donc, il y a une espèce de dichotomie entre ces deux identités, quoi. Il y a l'humain un peu qu'il était, le démon qu'il est devenu. Et donc ça joue beaucoup. Et puis, c'est une série un peu méta, c'est-à-dire on va faire des mises en abîme. On parlait du renversement qu'il y a. La première scène de la série, c'est une mise en abîme, c'est-à-dire on a un garçon et une fille qui s'introduisent la nuit dans le lycée de Sunnydale. Le garçon, il roule un peu des mécaniques, on sent qu'il se dit, voilà, elle va avoir un peu peur, elle va me céder plus facilement et tout. Et la fille, effectivement, elle a l'air un petit peu apeurée. Elle dit, t'es sûr, il n'y a rien? Il dit, ouais, c'est bon, pas de problème. Et là, effectivement, elle dit, ah bon, puisqu'il n'y a personne. Et là, elle change de visage. C'est un vampire et c'est elle qui tue celui renversement total, voilà, du cliché du film Et d'horreur. ça, c'est une mise en abîme de toute la série, en fait. Tout est renversé. On parlait tout à l'heure des personnages féminins dans les épopées classiques. C'est des tribus, effectivement, c'est aussi des ennemis. Ulysse, quand il rentre chez lui, la plupart des opposants, Calypso, Circé, c'est des femmes, et même les monstres, c'est des monstres féminins. Alors que là, à l'inverse, les monstres sont plutôt masculins, parce qu'effectivement, ils incarnent le patriarcat, mais c'est aussi ce point de départ du renversement. Et donc les vampires, ça va être un peu comme dans l'Odyssée, justement, parce que Calypso, elle veut épouser Ulysse. Et les vampires, c'est un peu ça. Et elle lui propose l'immortalité, et lui, il refuse. Et Buffy fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle veut devenir vampire. Contrairement à des séries comme Twilight, par exemple, où elle devient vampire, elle est contente. Buffy, elle n'a jamais cette tentation. Au Buffy, contraire, c'est un cauchemar pour elle. c'est ça, c'est son pire cauchemar. Elle ne veut pas mourir, elle veut rester humaine, elle veut vieillir. Elle veut mûrir, grandir, mais aussi donc vieillir. Et donc là, les vampires, ce qui est super intéressant, c'est que Buffy, elle se retrouve d'un côté avec une mission un peu épique, c'est-à-dire je dois tuer les vampires parce que moi je suis le soleil et eux c'est les forces de la nuit. Et en même temps, elle tombe amoureuse des vampires. Et donc elle va devoir bricoler petit à petit quelque chose de supportable pour que ça marche. Donc comment je fais pour à la fois être tueuse de vampires et tomber amoureuse de vampires? Et en fait, la solution qui est trouvée, c'est le vampire avec une âme. C'est Angel qui est comme ça dès le début, mais il y en aura un autre, Spike, qui est un autre personnage extrêmement intéressant, qui est pour moi le plus intéressant parce que il a toute sa lignée. Et c'est un personnage d'autant plus intéressant qu'il ne s'était pas prévu au départ. Lui, il apparaît au début de la saison 2, il est là pour faire le méchant et pour se faire tuer. Et en fait, manifestement, ce que disait l'acteur, je l'ai appris récemment, c'est que lui, il avait besoin de travailler et donc il l'a joué hyper romantique. Et du coup, effectivement, tous les spectateurs et spectatrices ont été séduits, moi le premier, parce que quand il arrive, il a une telle classe, un tel charisme, il est beau et tout, il est sexy, eh bien, ils ont été obligés de le garder. Et du coup, il a une trajectoire qui est la plus belle, à mon avis, de toute la série, à côté de celle de Buffy. Il y aurait tant à dire sur Buffy. Vous n'en avez pas écrit des bouquins pour rien. C'est disponible pour info pour ceux qui veulent revoir. Et si on vous a donné envie, j'espère qu'on vous a donné envie de revoir ça. C'est sur Disney+, les 7 saisons. Profitez-en. Nous, on va passer, pour pas trop spoiler Buffy quand même, à notre deuxième partie d'émission. C'est les séries de la semaine. Alors, on va rapidement vous faire 2 recommandations de séries pour quand même vous donner d'autres idées que Buffy. Il y a d'autres choses à voir, hein, peut-être récents ou pas. Et je vais commencer avec toi, Fabien. Tu voulais nous recommander une série un peu sœur, quelque part, de Buffy, puisque c'est aussi une série de Joss Whedon, c'est Firefly. C'est ça. Alors, j'aurais pu parler de Angel, qui est un spin-off de Buffy, qui a connu 5 saisons. Mais j'avais envie de parler de Firefly, qui est souvent moins connu. C'est une série, en fait, qu'il a tournée en 2002, je crois. Et il fait ça en même temps que Buffy et Angel. Il est sur 3 séries en même temps. Il y avait beaucoup de temps. Oui, il n'a pas beaucoup dormi à mon avis. Ce qui explique aussi peut-être qu'il soit aussi désagréable avec ses collaborateurs et collaboratrices. Mais c'est pas pour l'excuser. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans ces années-là, donc il fait la série Firefly. Et c'est une série en fait qu'on peut appeler de western galactique. C'est-à-dire que la conquête de l'essai dans un lointain avenir.
On a conquis tout l'espace et la conquête de l'espace est traitée comme la conquête de l'Ouest. Donc les gens sont habillés comme des cow-boys, ils ont le Colt aux côtés, mais ils sont dans des vaisseaux spatiaux. Et notamment, il y a une scène, le Firefly qu'on a vu juste avant, transporte à un moment des vaches. Ils transportent du bétail et quand ils arrivent, il y a des bouses de vaches dans le vaisseau spatial. Et c'est une série en fait qui, à l'époque, n'a pas bien marché. Elle a été annulée au bout de 14 épisodes. Mais c'est une série extraordinaire, c'est-à-dire qui... Série mal comprise. Oui, je pense qu'elle a été mal comprise parce que, non pas qu'elle soit forcément hyper novatrice, mais elle est très bizarre encore une fois, ce mélange. On retrouve aussi une super-héroïne qui apparaît pas tout de suite mais qui arrive après. Et donc au bout de 14 épisodes, elle est annulée. Et ces 14 épisodes, c'est tous des bijoux. C'est-à-dire quand on les revoit, il n'y a pas un épisode plus faible, on se dit ah non, pas celui-là, ou enfin on va le regarder vite, mais non, ils sont tous extraordinaires. Et la série donc a dû s'achever assez vite. Et ce qu'on a oublié de dire dans Buffy, c'est que Buffy, on le retrouve là aussi, c'est très drôle. Et dans Firefly, il y a des épisodes vraiment où on se roule par terre, j'exagère pas. Donc la série s'arrête avec un univers vraiment extraordinaire, notamment ce qui joue le rôle des Indiens, c'est les Reavers, c'est-à-dire des ravageurs en français, qui sont des espèces de cannibales qui font super peur. Ils n'ont pas fini la série et du coup, 3 ans après, ils ont réussi à faire un long métrage. Alors celui-là, la série est sur Disney+, mais le film, je crois pas qu'il soit disponible. Enfin, regardez-le, c'est très bien. Mais c'est quand même une série effectivement à redécouvrir peut-être pour un autre bijou. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Mal compris à l'époque. Marion, toi, ta reco, elle a aussi un lien avec Buffy, puisqu'il est question de vampires. C'est What We Do in the Shadows. C'est ça, ce qu'on fait dans l'ombre, si on peut traduire. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça n'a pas été traduit en français, c'était un petit peu trop compliqué. Je pense qu'ils ont laissé le titre anglais. Oui, en fait, moi, je suis une grande fan de vampires. Et après Buffy, il y a eu quelques séries de vampires sympathiques, True Blood, Vampire Diaries. Mais vraiment, What We Do in the Shadows, ça joue dans une catégorie vraiment proche de Buffy. Je trouve cette série absolument excellente. Et elle a plusieurs points communs avec Buffy. Alors d'abord, à la base, c'est un film, comme Buffy, on l'a oublié, mais à la base, c'est un mauvais film, mais c'est un film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, je veux dire. Alors, je suis assez client. Mais alors, si on le regarde au 15e degré, voilà. mais la série, je trouve quand même meilleure que le film. Un faux documentaire, en fait, faut dire les choses. Oui, alors le film What We Do in the Shadows, c'est un faux documentaire. Non, je disais mauvais pour le film de Buffy, en fait, pas pour... Non, What We Do in the Shadows, c'est un très bon film. 2014, c'est un super film, ouais. Et donc, en fait, le concept, en gros, c'est de nous raconter sous forme de mockumentary, donc de faux docu, la colocation improbable entre 4 vampires à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et donc, en fait, on reprend ce concept pour la série 5 ans plus tard. Les créateurs qui sont Taika Waititi et J-Man Clement créent une série, reprennent ce concept de prendre des vampires en colocation, sauf que cette fois-ci, ils sont à New York. Il y en a 3 qui représentent vraiment des vampires classiques, un peu comme ils sont un peu des poissons hors de l'eau parce qu'ils ont entre 300 et 700 ans. Et il y en a un qui est un vampire un peu moderne qui s'appelle Colin Robinson, qui est à mourir de rire. C'est un vampire d'énergie. En fait, imaginez, c'est votre collègue dans un open space le plus chiant du monde qui commence à vous parler et vous vous endormez. Et donc lui, c'est ça en fait. Il se nourrit en étant le plus ennuyeux possible. Il se nourrit des vampires et aussi des humains. Donc il travaille évidemment dans l'administratif. Et il endort tout le monde. C'est vraiment très drôle. En fait, cette série, c'est des épisodes d'une demi-heure. Donc avec des confessions comme ça, donc des différents vampires qui ont des problèmes au quotidien. Il y a un petit fil rouge quand même parce qu'ils vivent avec un familier, donc un être humain, Guillermo, qui lui rêve d'être transformé en vampire parce qu'il a trop regardé Entretien avec un vampire avec Tom Cruise et Brad Pitt. En fait, c'est une série qui est comme Buffy ultra référencée. Donc pour ceux qui aiment tout le lore vampirique, il y a à boire et à manger. C'est une série qui est très très drôle dans un autre style que Buffy, mais vraiment pour les fans du genre vampirique. C'est super drôle. C'est un autre type d'humour, effectivement, mais c'est à regarder. Et c'est sur MyCanal, c'est ça ? Oui, les 5 saisons sont sur MyCanal et elles se dégustent là en pleine période d'Halloween. C'est parfait. Il y en a une 6e en préparation en plus, donc ça vaut le coup de se lancer dedans. C'est la fin de cette émission. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec vous deux de Buffy et d'autres séries. Je rappelle la sortie de vos livres respectifs. Buffy ou la révolte à coups de pieux, c'est de Marion Olité. C'est aux éditions Playlist Society. Et Buffy, Baroque Épopée de Fabien Clavel, c'est aux éditions Nemos. Ce sont 2 excellents livres à lire si vous avez aimé Buffy contre les vampires. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau d'épisodes suivants. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur le site de Tech Co bien sûr et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.